La deuxième loi de la thermodynamique nous dit que tout dans l'univers tend vers le désordre. Et dans les systèmes complexes, le chaos est la norme. Vous vous attendez donc naturellement à ce que l'univers soit chaotique. Pourtant, nous pouvons observer des occasions de formation spontanée d'ordre, la synchronisation des métronomes, les orbites parfaitement chronométrées des lunes, les éclairs simultanés des lucioles, et même les battements réguliers de votre cœur. Qu'est-ce qui met ces choses en ordre malgré la tendance naturelle au désordre? Cette vidéo est sponsorisée par KiwiCo. Plus d'informations à leur sujet à la fin de la vidéo. Le 10 juin 2000, le Millennium Bridge, un nouveau pont piétonnier au-dessus de la Tamise à Londres, a été inauguré avec beaucoup d'enthousiasme. Mais lorsque la foule a rempli le pont, celui-ci a commencé à osciller d'un côté à l'autre. La police a commencé à restreindre l'accès au pont, mais cela n'a fait qu'entraîner de longues files d'attente pour y entrer, sans que l'oscillation ne soit affectée. 2 jours plus tard, le pont, qui avait coûté 18 millions de livres sterling, a été complètement fermé et ne rouvrira pas avant 2 ans. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, il est bien connu que les armées doivent rompre le pas en traversant les ponts. Cela remonte à un accident survenu en 1831, lorsque 74 hommes du 60e régiment de fusiliers marchaient sur le pont suspendu de Broughton, dans le nord de l'Angleterre. Le pont s'est effondré sous leurs pas synchronisés. 60 hommes sont tombés dans la rivière, dont 20 ont subi des blessures comme des fractures ou des commotions cérébrales. Heureusement, personne n'a été tué. Mais après cela, l'armée britannique a ordonné à toutes les troupes de rompre le pas en traversant les ponts. Maintenant, regardez les gens marchant sur le Millennium Bridge. La plupart d'entre eux marchent au même rythme, mais ils ne font pas partie d'une armée. Ce sont des membres aléatoires du public. Alors, pourquoi marchent-ils ensemble? Et pourquoi un pont moderne, conçu pour supporter un trafic piétonnier intense, n'a-t-il pas pu gérer cela? Pour comprendre cela, nous devons remonter 350 ans en arrière. En 1656, le célèbre physicien néerlandais Christian Huygens a créé la première horloge à pendule fonctionnelle. L'objectif était d'aider les marins à déterminer leur position sur le globe. La latitude peut être déterminée en mesurant la position du Soleil ou des étoiles. Mais pour la longitude, il faut aussi connaître l'heure à un endroit fixe, par exemple le port d'attache. Cependant, les horloges de l'époque avaient une précision médiocre, avec des écarts d'environ 15 minutes par jour, ce qui les rendait pratiquement inutiles. En revanche, les horloges à pendule de Huygens étaient précises à environ 10 à 15 secondes par jour. Le plan de Huygens était de fixer ces horloges à une masse lourde suspendue sur le navire pour qu'elles ne soient pas secouées par les vagues. Son plan prévoyait 2 horloges, au cas où l'une s'arrêterait ou serait endommagée. Mais en testant cet arrangement alors qu'il était malade chez lui en février 1665, il fit une découverte remarquable. Il avait suspendu ses horloges à une poutre en bois entre des chaises et, en observant les balancements des pendules pendant des heures, il remarqua qu'après une demi-heure, elles se synchronisaient spontanément. Quand une horloge se balançait dans une direction, l'autre se balançait dans l'autre. Quand l'une faisait tic, l'autre faisait tac. Il a donc essayé de déranger les horloges, les mettant hors de synchronisation, mais encore une fois, en environ 30 minutes, elles étaient de nouveau en phase. Huygens pensait que cette étrange sympathie des horloges devait être causée par des courants d'air entre les pendules. Alors, il a placé une grande planche entre elles, mais les horloges continuaient à se synchroniser. Ce n'était pas à cause des courants d'air. Quand il séparait les horloges, la synchronisation disparaissait. Leur temps se désynchronisait. Mais lorsqu'il les rapprochait, la synchronisation revenait. Huygens réalisa que les 2 horloges se synchronisaient parce qu'elles étaient suspendues à la même poutre en bois. Les vibrations mécaniques étaient transférées d'une horloge à l'autre, couplant ainsi les 2 oscillateurs. Huygens fut le premier à observer ce type de synchronisation spontanée dans des objets inanimés. Et bien qu'il ait décrit qualitativement ce qui se passait, ce n'est que quelques décennies plus tard que les scientifiques ont commencé à élaborer une théorie rigoureuse de la synchronisation. Vous avez peut-être vu cette démonstration, où l'on place plusieurs métronomes sur une plateforme légère et oscillante. Et comment sceller hors de synchronisation? C'est plus compliqué que ce que les gens pensent. Mais quand vous parvenez à le faire fonctionner, c'est un peu magique.
Ces métronomes n'ont pas exactement la même fréquence naturelle et pourtant ils battent à l'unisson. Pour comprendre comment cela fonctionne, il est plus facile de considérer d'abord quelques métronomes oscillant synchronisés entre eux. Lorsque les grandes masses s'accélèrent vers la gauche, elles poussent la plateforme vers la droite. Et quand elles s'accélèrent vers la droite, elles poussent la plateforme vers la gauche. Ainsi, le centre de masse du système reste toujours à peu près au même endroit. Maintenant, si vous démarrez un autre métronome complètement hors de synchronisation avec les deux premiers, le mouvement de la plateforme lui donne un coup à chaque demi-battement, l'accélérant jusqu'à ce qu'il soit en phase avec les deux premiers. Cela fonctionne, peu importe le nombre de métronomes que vous avez, la plateforme se déplace simplement dans la direction que la majorité des métronomes lui donne. Nous pouvons représenter la position d'un pendule de métronome ou de tout autre oscillateur comme un point sur un cercle. Cela montre sa phase, c'est-à-dire à quel moment du cycle il se trouve. Vous pouvez donc appeler le point le plus à droite du pendule 0 degré. Et ensuite, le point le plus à gauche est 180 degrés. Et à mesure que le pendule oscille d'avant en arrière, le point tourne autour du cercle. Plus la fréquence de l'oscillateur est élevée, plus ce point tourne rapidement. Ainsi, cela représente deux métronomes avec des fréquences différentes. Et cela représente deux métronomes avec la même fréquence, mais complètement hors phase. Lorsque les métronomes sont synchronisés en phase, leurs points tournent autour du cercle ensemble. Nous pouvons utiliser cette représentation pour illustrer un modèle mathématique du comportement de synchronisation que nous avons examiné. Cela s'appelle le modèle de Kuramoto. Il dit que la vitesse à laquelle chaque point tourne autour du cercle est égale à sa fréquence naturelle, plus un certain montant lié à sa distance par rapport à tous les autres points. Et la taille de ce terme est déterminée par la force de couplage. J'aime y penser visuellement, en imaginant des personnes courant sur une piste. Imaginez que vous courez avec un ami, et peut-être que votre ami est plus rapide que vous. Votre ami dit « Allez, dépêche-toi », parce que vous traînez, vous êtes lent. Donc si vous avez assez de volonté, et que vous savez, vous essayez assez fort, et si l'ami est assez sympathique pour ralentir, alors le couplage entre vous est suffisamment fort pour surmonter cette différence inhérente dans vos vitesses de course naturelles. Mais si vous n'êtes pas très bon ami, ou, vous savez, si vous ne pouvez pas vous motiver pour aller plus vite, alors le couplage ne sera pas assez fort pour surmonter cette différence, et une personne commencera à rattraper l'autre. Les lucioles du sud-est asiatique sont apparemment de bons amis, car elles synchronisent leur clignotement. Même si chacune a sa propre fréquence à laquelle elle aime clignoter, elles sont suffisamment couplées entre elles pour que des centaines, voire des milliers, puissent clignoter ensemble en une fraction de seconde. Il y a une excellente simulation de cela par Nikki Case, où vous commencez avec des lucioles individuelles faisant leur propre chose. Puis vous pouvez activer l'interaction entre elles. Maintenant, dans le modèle de Kuramoto, cela signifierait que chaque luciole a un effet sur chaque autre. Mais dans cette simulation, une luciole est seulement affectée par ses voisines. Si elle voit un clignotement à proximité, elle avance un peu son horloge interne, de sorte qu'elle clignote plus tôt qu'elle ne l'aurait fait autrement. Maintenant, ce qui est remarquable à propos de cela, c'est que même si les interactions sont petites et à courte portée, avec le temps, vous pouvez voir des vagues se déplacer à travers toutes les lucioles, et finalement elles clignotent toutes en même temps. Vous pourriez penser que si vous augmentez le couplage, vous obtiendrez simplement un système de plus en plus synchronisé. Ce n'est pas ce qui se passe. C'est un peu comme si l'eau ne gelait pas progressivement à mesure que vous abaissez la température. C'est de l'eau, de l'eau, de l'eau pendant que vous baissez la température. Et puis à une température critique, les molécules commencent soudainement à changer d'état et deviennent solides au lieu de liquides. Et c'est une sorte de version temporelle plutôt que spatiale de la même chose. Ils synchronisent en quelque sorte leur phase dans le temps une fois que vous atteignez un niveau critique de couplage. À ce moment-là, la sorte de cristallisation dans le temps est le phénomène que nous appelons synchronisation. Voici une audience à Budapest applaudissant après une performance. Mais ce qui se passe ensuite est complètement spontané. Personne ne leur dit de regarder si vous pouvez repérer la transition de phase. Ce phénomène de synchronisation dont nous parlons
est ce que je trouve le plus attrayant à son sujet, sa universalité, qu'il se produit à chaque échelle de la nature, de l'échelle subatomique à l'échelle cosmique, utilisant chaque canal de communication que la nature a jamais conçu, des interactions gravitationnelles aux interactions électriques, chimiques, mécaniques, vous le nommez. Deux choses peuvent s'influencer mutuellement, et la nature utilise cela pour mettre les choses en synchronisation. Prenons notre propre Lune par exemple. Nous voyons seulement un côté d'elle, parce qu'elle tourne sur son axe exactement une fois pour chaque fois qu'elle fait le tour de la Terre. Nous disons qu'elle est synchronisée par les marées avec la Terre, et c'est un effet commun dans notre système solaire. Il y a 34 lunes qui sont synchronisées par les marées avec leur planète. Comment cela se produit ressemble à ceci. Une lune commence avec sa propre fréquence de rotation, mais l'attraction gravitationnelle vers la planète est plus forte sur le côté le plus proche de la planète, et donc elle se déforme en forme d'œuf, ce qui est ici fortement exagéré. Alors que la lune continue à orbiter et à tourner sur son axe, ses renflements s'écartent de l'alignement avec la planète, et la force gravitationnelle agit constamment pour les ramener en alignement, ce qui ralentit la rotation de la Lune jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée sur la planète. Si la Lune tourne initialement trop lentement, ce même mécanisme peut l'accélérer jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée. Il existe toutes sortes d'autres phénomènes de synchronisation magnifiques dans notre système solaire. Les trois lunes les plus internes de Jupiter, Io, Europe et Ganymède, ne sont pas seulement verrouillées par les marées à la planète, elles sont également en résonance orbitale d'1 à 4 entre elles. Chaque fois que Ganymède fait le tour de Jupiter, Europe fait le tour 2 fois et Io 4 fois. Dans les années 50, certains chimistes russes ont cherché une réaction chimique qui oscillerait comme un analogue chimique d'un pendule. Pourrait-on faire quelque chose qui oscille entre le bleu et l'orange encore et encore? Naïvement, on pourrait dire que c'est impossible, car il existe des principes de thermodynamique qui disent que les systèmes fermés n'augmentent que leur entropie au fil du temps, qu'ils vont simplement atteindre l'équilibre. Mais il n'y a aucun principe en chimie ou en thermodynamique qui dit que vous devez aller de manière monotone vers l'équilibre. Vous êtes autorisé à osciller et à atténuer pour atteindre l'équilibre de manière facilitante. C'est exactement ce que Boris Belousov et plus tard Anatoly Zabotinsky ont découvert. Cette réaction est connue sous le nom de réaction Belousov-Zabotinsky ou réaction BZ. Je l'ai accélérée car elle peut continuer pendant une demi-heure ou plus, oscillant entre ces couleurs. Elle passe plus de temps sur la couleur orange brûlée. Donc j'ai accéléré ces sections davantage. C'est très spectaculaire et c'est un peu choquant de voir une réaction chimique produire ces changements périodiques de couleur, comme des produits chimiques agissant comme une horloge, comme un pendule. Ainsi, la réaction agitée a l'avantage que vous ressentez vraiment le collectif, je sais pas, des quadrillons de molécules, le nombre d'Avogadro de molécules qui font tout la même chose en même temps. D'un autre côté, si vous ne mélangez pas, si vous mettez simplement une boîte de pétri avec la réaction BZ, vous pouvez voir quelque chose d'encore plus étonnant, c'est-à-dire que vous pouvez voir des vagues spirales de couleurs ou des motifs cibles, des cercles de couleurs en expansion se déplaçant à travers le liquide. Peut-être que je devrais souligner que le liquide lui-même ne bouge pas. Ce n'est pas comme si nous voyions des ondulations sur un étang. Mais ce qui n'est pas immobile, ce sont les concentrations chimiques. Vous pouvez voir ces vagues bleues dans la réaction BZ, qui sont des vagues chimiques, pas des vagues d'eau. Et elles se propagent simplement et se déplacent à une vitesse constante, ou peuvent ressembler à une spirale qui grandit et tourne. Ce qui est vraiment étrange et inquiétant à propos de cela, c'est que le même phénomène est observé dans le cœur. Vous pouvez voir des vagues spiralées d'excitation électrique dans un cœur qui ressemble exactement aux vagues spiralées dans les oscillations chimiques et les vagues chimiques dans la réaction BZ. C'est ce qui a inspiré mon mentor, un homme nommé Art Winfrey, qui a utilisé des vagues de réactions chimiques pour comprendre les arythmies cardiaques. Vous avez peut-être entendu parler du type d'arythmie le plus mortel, celui qui peut vous tuer en quelques minutes. C'est vraiment les arythmies ventriculaires, en particulier la fibrillation ventriculaire. Le travail de Winfrey, en voyant ces spirales tournantes dans les cœurs, ainsi qu'en chimie, l'a conduit à une théorie sur ce qui cause réellement la fibrillation ventriculaire et comment nous pourrions, par exemple, concevoir de meilleurs défibrillateurs. Ça pourrait être un bon résultat de cette théorie. Vous savez, le manque de synchronisation dans un cœur en fibrillation est ce qui empêche le sang d'être pompé. Et alors, la mort subite survient. Donc,
Trop peu de synchronisation est évidemment un problème, mais trop de synchronisation peut également poser des problèmes. Rappelez-vous le pont millénaire qui tremblait, c'était apparemment dû à quelque chose appelé synchronie de la foule. Était-ce les gens marchant au pas qui ont causé son oscillation? En fait, c'est plutôt le contraire. Le pont millénaire a été conçu pour ressembler à un ruban de lumière. Ainsi, sa construction est unique. Contrairement à un pont suspendu typique, ses câbles de support courent le long, tendus comme des cordes de guitare. Sur l'ingénierie civile, tous les concepteurs savent qu'il ne faut pas construire un pont piétonnier avec une fréquence de résonance égale à la fréquence de la marche humaine. Nous faisons environ 2 pas par seconde, un avec le pied gauche et un avec le pied droit. Donc tout le monde qui fait de l'ingénierie civile sait que si des gens vont marcher sur le pont, il ne vaut mieux pas qu'il ait une fréquence de résonance en direction verticale de 2 Hz. Tout le monde sait cela, y compris ceux qui ont construit le pont millénaire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, et ce qui était nouveau ce jour-là, c'est que la moitié de la fréquence est également importante. Une fréquence d'un cycle par seconde, qui est la fréquence à laquelle vous posez par exemple votre pied gauche, la moitié du temps que vous faites cela. Alors pourquoi cela compte-t-il? Parce que lorsque vous traversez un pont et que vous posez votre pied gauche, vous exercez une petite force latérale sur le pont. Normalement, cela n'aurait pas d'importance car les gens marchent tous à leur propre rythme. Ils ne sont pas synchronisés. Donc leurs forces latérales, qui ne représentent qu'un dixième de leur force verticale, ne sont pas significatives et ne feraient rien au pont. Mais si le pont a une fréquence latérale d'un cycle par seconde, comme cela a été le cas pour le pont millénaire, alors les gens peuvent effectivement commencer à faire bouger le pont un peu. Après que le pont a été fermé, les ingénieurs ont demandé à leurs collègues de le traverser en nombre croissant pendant qu'ils mesuraient son accélération. Avec 50 personnes sur le pont, il y avait très peu de mouvement. À 100 personnes, les vibrations n'avaient à peine augmenté. À 156, il n'y avait toujours pas de balancement, mais avec juste 10 personnes de plus, à 166, l'accélération a augmenté de manière spectaculaire. Le pont s'est balancé. Tout comme il l'avait fait le jour de l'inauguration, le système avait subi une transition de phase. Si les gens peuvent faire bouger le pont un peu, il s'avère que les gens n'aiment pas marcher sur une plateforme qui bouge un peu sur le côté. Si vous avez déjà été dans un train qui va un peu plus vite, si vous vous levez dans une barque et qu'elle commence à se déplacer sur le côté, les gens écartent les jambes pour essayer de se stabiliser. Et ils commencent réellement à marcher au pas avec le mouvement latéral du pont. Vous pouvez voir des images de la BBC montrant des gens faisant cela. C'est spectaculaire et fou. Donc ce ne sont pas les gens marchant en synchronisation qui ont fait osciller le pont. C'est le pont oscillant qui a poussé les gens à marcher en synchronisation. Ainsi, lorsque les gens se sont synchronisés avec le mouvement du pont en adoptant ce pas de pingouin étrange, ils ont fini par pomper involontairement, avec les chiffres en lettres. Plus d'énergie dans le pont, et aggraver son mouvement. Et donc, c'était une boucle de rétroaction positive entre le mouvement de la foule faisant bouger le pont davantage, ce qui amène plus de personnes à marcher en rythme avec le pont, ce qui incitait plus de gens à faire bouger le pont. Une fois que le problème a été identifié, ils ont pu le résoudre en diminuant la force de couplage. Ils ont installé des amortisseurs dissipateurs d'énergie tout au long du pont. C'était une énorme honte. Et cela a coûté plusieurs millions de livres pour réparer le pont. Dans la science, nous faisons du réductionnisme. Tous nos cours de sciences nous disent que la façon de résoudre un problème est de le décomposer en parties plus petites et d'analyser les parties. Et cela a été phénoménalement réussi pour chaque branche de la science. Mais la grande frontière dans la science aujourd'hui est ce qui se passe lorsque vous essayez de revenir à assembler les pièces pour comprendre l'ensemble. C'est le domaine des systèmes complexes. C'est pourquoi nous ne comprenons pas très bien le système immunitaire. Nous ne comprenons pas très bien la conscience ou l'économie. Il semble que l'ensemble soit plus que la somme des parties. C'est le cliché qui m'a captivé tout au long de ma carrière de recherche. Je veux comprendre comment on peut déterminer les propriétés de l'ensemble étant donné les propriétés des parties. Et cette vidéo est sponsorisée par KiwiCo, qui crée des projets pratiques géniaux pour les enfants. Et en fait, j'utilise leur box d'abonnement avec mes enfants depuis plus d'un an maintenant. Donc, je voulais réfléchir à certaines des choses que j'apprécie vraiment chez eux. Tout d'abord, mes enfants veulent faire ces projets avec moi. Quand une box arrive, ils sont excités de l'ouvrir et de commencer à créer. Et vous pouvez faire exactement cela, parce que tout ce dont vous avez besoin est directement dans la boîte. Maintenant, mes enfants sont encore assez jeunes, mais KiwiCo a 8 lignes d'abonnement différentes,
ciblé sur différents groupes d'âge, allant jusqu'au nouveau-né. Quand je filmais ce segment sponsorisé, mon fils de 4 ans a proposé, sans y être incité, de faire une expérience. Je me demande ce qu'on pourrait faire. On pourrait essayer de le pousser et de le lâcher. C'est une bonne idée, essayons-le. J'étais si fier qu'il ait eu cette idée tout seul et je veux qu'il continue à penser comme ça, en considérant les «et si» et en posant des questions plus grandes. Une box KiwiCo est comme un déclenche d'idées dans une boîte et c'est aussi le moment de se connecter, de s'amuser et d'être diverti pendant des heures. Donc, si vous voulez essayer, allez sur kiwico.com/veritasium et vous obtiendrez 50% de réduction sur votre premier mois de n'importe quelle box. Je mettrai ce lien dans la description, donc je veux remercier KiwiCo pour le sponsoring de Veritasium et je veux vous remercier de regarder.